Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 79e Sitrep avec Aïssar Dimidani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent et bonjour à tout le monde. Alors, Et puis joyeuse Pâques parce joyeuse que Pâques. on est quand même dans la période des fêtes de Pâques. Alors c'est un Sitrep sur la Syrie, je ne l'ai pas précisé en intro. Et Hmm. avant de parler de la Syrie, on va faire un point sur la Palestine, mais avant de parler de la Palestine, on va parler de livres, puisqu'on oublie à chaque fois de parler du livre qui a été écrit sur toi. Hmm. C'est un livre qui s'intitule Une femme syrienne, qui est sorti chez L'Harmattan et qui est écrit par Madame Huguette Perrol, Oui, qui est une auteure qui a écrit déjà plus d'une trentaine de livres, je crois. Alors, est-ce que tu peux nous parler de oui. cet ouvrage, s'il te plaît? Oui, alors c'est un ouvrage qui a été présenté, enfin écrit par Madame Perrol en fait, et puis dont la présentation a eu lieu le 13 mars. En fait, c'est à travers mon histoire personnelle, il relate l'histoire de la Syrie depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, l'indépendance qui a eu lieu donc en 45, 46 et jusqu'à présent. Oui. Voilà, et c'est un livre, enfin Madame Perrol a déjà écrit quelque chose comme 37-38 livres. Certains sont publiés chez l'Harmattan. Et puis, bon, bah, cette présentation a eu lieu le 13 mars chez l'Harmattan, dans les locaux de l'Harmattan. Ça a été, je crois, la dernière initiative ou la dernière initiative collective qui ait pu exister avant le confinement à cause Mhm. du corona. Donc, voilà, nous vous souhaitons aussi un confinement sain et sauf, en fait. Le père Lelon, Michel Lelon, était dans cette soirée ou dans cette de présentation du livre. Mhm. Et le père Lelon nous a malheureusement quittés donc, le 10 avril par les suites d'un corona qu'il a contracté. C'est quelqu'un c'est une grande perte, je crois, aussi bien pour le mouvement de soutien à la Palestine comme pour le mouvement de soutien à la Syrie. Il était dans le conseil d'administration de plusieurs associations, notamment, je peux dire, l'association d'amitié France-Syrie, l'association pour la Syrie, Le collectif pour la Syrie. Le collectif pour... collectif pour la Syrie. Et puis, bon, il était aussi un homme de dialogue. Il était partout dans le dialogue islamo-chrétien, dans le dialogue des cultures. C'était un homme très actif, hein. Donc, il est décédé à 95 ans. Et voilà, il a écrit aussi plusieurs livres, des livres concernant justement le dialogue et puis surtout les réconciliations. Donc, bon, il a vécu un petit peu, il a vécu en Algérie, en Tunisie et puis en France après. Il était aussi dans le mouvement de soutien aux Palestiniens et à la Palestine, donc contre l'occupant israélien, contre le sionisme, ce qui lui a valu peut-être l'inimitié de pas mal d'organisations sionistes aussi. Et donc, nous saluons sa mémoire et nous le saluons vraiment. Et puis, pour nous, c'est une très grande perte et je vous annonce ça avec douleur. C'était aussi un compagnon de combat, je dirais, pour nous, pour Madame Perrol aussi et pour pas mal de personnes, pas mal d'associations et d'organisations comme dans l'organisation CVPRPO, il était aussi, c'est pour une paix juste, pour CVPR, ouais, PO, pour le Proche-Orient. Et puis, voilà, bon, donc, euh, peut-être d'autres organisations. Il était vraiment très présent dans toutes les luttes
de soutien au peuple palestinien et au peuple syrien. Merci pour cet hommage. Je précise que j'ai eu la chance de pouvoir filmer certaines de ces interventions, notamment pour l'Académie de géopolitique de Paris. Donc vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, sur YouTube, des interventions de sa part sur différents sujets, mais notamment qui gravitent autour du dialogue islamo-chrétien. C'est vrai qu'il était un des fers de lance en France depuis longtemps. Il n'a pas attendu les attentats de Charlie Hebdo ou les attentats du 11 septembre pour essayer de jeter des ponts entre les deux religions et entre les deux religions. Les différentes formes de ces deux religions, parce qu'il y a combien d'islam et combien de christianisme, ça encore c'est un long sujet, et entre toutes les cultures. Voilà. Il était aussi présent à systématiquement, je dirais, à toutes les conférences que j'ai pu animer à Paris concernant la Syrie, depuis l'an 2013-2012 jusqu'à présent. En fait, il était toujours présent, et notamment dans ces grandes manifestations, enfin dans ces grandes conférences, une qui a eu lieu à l'église du 15e, une qui était aussi à l'église Montparnasse, etc. En fait, bon, donc il était toujours là et toujours très actif jusqu'à la dernière minute. Nous déplorons son décès. C'est une grande perte pour nous, effectivement, et pour le mouvement de soutien à la Palestine et au peuple de la région. Alors c'est peut-être une belle manière de lui rendre hommage, c'est aussi de continuer notre travail, puisqu'on va enchaîner sur le point à chaque fois que tu fais sur la Palestine. Et donc on va parler en l'occurrence du coronavirus en Palestine. Oui, où effectivement Israël continue à escalader les violences contre les Palestiniens. Le corona s'ajoute à ce type de violence, puisque les Israéliens d'abord ne font aucune mesure de prévention dans les prisons israéliennes. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 7000 détenus politiques palestiniens dans les geôles israéliennes. Il n'y a aucune protection. Il y a même des surveillants qui ont contracté le corona et qui sont en contact avec les prisonniers, qu'il n'y a aucune mesure sanitaire, non seulement de protection, mais même pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques comme le diabète, comme les personnes qui ont des problèmes de reins, qui nécessitent des dialyses systématiquement, les diabétiques, etc., et les cancéreux. Qui se trouvent dans les geôles israéliennes. Il n'y a aucune mesure ni préventive pour le corona, mais il y a aussi un suivi médical complètement médiocre, voire inexistant. Et en fait, si bien qu'on voit que les Israéliens sont en train d'utiliser le corona aussi pour le faire proliférer, je dirais, en Palestine. De la même manière aussi, il y a des ouvriers palestiniens qui travaillent aussi dans des entreprises israéliennes et qui ont été virés et qui ont été retournés chez eux parce qu'on a soupçonné qu'ils avaient le corona. Donc, en fait, tout ceci montre que les Israéliens utilisent le corona pour porter atteinte effectivement à la population palestinienne, ajouté au fait qu'il y a des violations de domicile systématiques dans toutes les villes de Jenin, de Tulkarem, de Ramallah, etc., les villes de la Cisjordanie, mais aussi du côté de Gaza. Donc des arrestations massives, des violations de domicile, des destructions des terres aussi du côté de Jérusalem aussi, et en fait des destructions de domicile et des
ils s'approprient les domiciles des Palestiniens, ils essayent de les virer ils les virent de leur domicile, ils arrachent les oliviers, ils arrachent les terres, les récoltes, etc. Ils détruisent les maisons et prennent les maisons de force, hein, par force, en fait, prennent les maisons des Palestiniens. Tout ceci se situe dans le plan général de mettre la main sur l'ensemble des villages autour de Jérusalem et puis de judaïser Jérusalem et toute la région et la région du Ruhr, en fait, donc les plaines qui sont des plaines palestiniennes où habitent aussi des tribus et des nomades palestiniens. Voilà. Donc le coronavirus, c'est un prétexte en fait pour mettre encore plus à l'amende, entre guillemets, passez-moi l'expression, donc de mettre encore plus la pression et encore plus de faire de violations de droits envers le peuple palestinien. Absolument. Et donc à cet effet aussi, je tiens à rendre hommage au peuple palestinien qui continue à se battre et qui continue à manifester sa volonté et à faire ses marches pour le retour aussi tous les vendredis, malgré les personnes qui sont attaquées par la police israélienne et malgré les blessés et les morts. Les Palestiniens continuent à manifester leur volonté de retour et leur volonté de récupérer leur territoire. Comme on dit la mauvaise blague, hein, ça fait 40 ans qu'ils sont confinés, donc voire plus. Donc, oui. voir les gens souffrir économiquement du confinement, eux, ils sont comme ça depuis, pour certains, depuis leur naissance. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Donc, tout notre soutien va à la lutte du peuple palestinien. bien sûr. Et nous sommes conscients et confiants dans l'avenir du peuple palestinien. Très bien. Et Palestine vaincra. Absolument. Alors, on va parler maintenant de la Syrie. Eh oui. Alors, la fête de l'indépendance qui va avoir lieu dans 2 jours maintenant, le 17 avril, et donc qui fête l'indépendance de 1946. Alors on parlait en préparant cette émission des différentes étapes de l'indépendance de la Syrie, parce qu'il y a beaucoup de pays colonisés, hein, même si les colonisations ont duré pour certaines quelques dizaines d'années, pour d'autres quelques centaines d'années, donc c'est pas du tout la même chose. En termes de vécu par les populations, de déracinement de leur culture, etc. Mais c'est vrai que l'accès à l'indépendance n'a jamais, enfin à ma connaissance, été de but en blanc. Tenez, on vous donne les clés, on vous laisse l'indépendance. En général, on essaie de garder le pouvoir d'une manière ou d'une autre, au moins économique, si ce n'est politique, à travers des présidents fantoches, des coups d'État, on sait bien tout ça, que ce soit l'Afrique, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit l'Amérique du Sud. Donc en Syrie, comment ça s'est passé, l'accès à l'indépendance? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors l'accès à l'indépendance a été le fruit d'une lutte très importante en fait de différentes parties de la Syrie. Je rappelle quand même que la Syrie a été occupée par les Français en 1920. Suite aux accords Sykes-Picot qui suivait ou pendant la Première Guerre mondiale en 1916, qui partageait un petit peu le Moyen-Orient entre l'Angleterre et la France. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. Tout à fait, et puis qui était donc dominé par l'Empire ottoman qui perdait la Première Guerre mondiale. Voilà, et beaucoup de mouvements. En fait, les Français n'ont jamais pu s'installer. En 1945, il y a eu la signature de l'indépendance, et en 1946, c'était le départ du dernier soldat des terres syriennes. Donc, entre-temps, il y a eu quand même des bombardements français qui ont fait, je crois, 20 000 morts, hein, un chiffre. Absolument. Il y a eu des bombardements français. Et puis, même en 1945, les Français ont bombardé le Parlement syrien et ils ont tué la garde du Parlement parce qu'ils ont refusé de hisser le drapeau français au-dessus du Parlement syrien. Donc voilà, ça c'est un point important. Donc en 1946, la Syrie accède à l'indépendance et le départ
du dernier soldat français avait eu lieu donc en avril 46. La Syrie a été membre fondateur de l'ONU, donc pays souverain, indépendant, membre fondateur des Nations Unies en 48 et très vite donc membres fondateurs en fait puisque l'ONU a été créée en 45 hein, et c'était l'année d'indépendance de la Syrie. Très vite, donc, on a vu qu'il y avait la création de l'État d'Israël en 48, hein, donc première guerre. Hein, et par suite de cette indépendance, une série de coups d'État qui a continué donc de 48. Des coups d'État en Syrie, hein, fomentés par l'extérieur, certains par les Britanniques, par les Anglais, fomentés par les Français ou les Anglais, etc. Il y avait aussi des puissances, excuse-moi, Issa, il y avait aussi des puissances régionales, il n'y avait pas que des pays européens. Oui, l'Arabie Saoudite toujours a été toujours aussi une puissance qui cherchait à détruire, à déstabiliser, je dirais, la Syrie, malgré des façades de soutien. En fait, donc jusqu'en 70, quand il y a eu, enfin bon, il y a eu quand même l'épisode de la grande montée en fait du nationalisme arabe, l'union avec l'Égypte en 58. Hein, je rappelle quand même qu'en 56, la Syrie a essuyé avec l'Égypte les bombardements tripartites contre l'Égypte suite à la nationalisation du canal de Suez. Hein. Donc, c'était anglais, français, 56, Israël, c'est ça hein, anglais, français, israélien, exactement. Donc 58 l'union avec l'Égypte. Donc ça c'est à souligner, c'est-à-dire que à cette époque-là en 58, ils ne formaient plus qu'une seule nation au sens qu'ils avaient une seule nationalité, ils avaient le même passeport et la même carte d'identité. Exactement, c'était la République arabe unie. L'Égypte et la Syrie, ça c'est quelque chose l'Égypte et la Syrie, c'est ça. Qui est peu connu, je pense, de beaucoup d'internautes. Qui ont fait effectivement la République arabe unie. Ça a duré combien de temps? Qui a duré 3 ans et qui malheureusement a été cassé en 61 par un coup d'État fomenté par l'Arabie Saoudite aussi et les frères musulmans en fait. Donc en 63 un autre coup d'État qui vient, donc là c'était le parti Baas avec les partis nationalistes arabes, donc qui étaient contre la scission, si on peut dire, mais pour l'union avec l'Égypte, mais qui n'a pas eu lieu à nouveau. Donc c'était le début de la présence du parti Baas et des différents partis progressistes au pouvoir dès ce moment-là. Très vite, donc, le parti Baas, ou les gens qui étaient au parti Baas à cette période, ils ont évincé les autres et ils ont été pour le Baas tout seuls. Et puis, en 70, donc, l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir a rétabli une sorte de direction collégiale avec les partis progressistes à nouveau qui co-dirigeaient le pays donc de 70 jusqu'à présent, si on peut dire. Donc bon avec quand même cette parenthèse de la guerre en Syrie qui a commencé en 2011. Alors, 2010, il y a plusieurs parenthèses. Il y a eu déjà tous les actes terroristes des années 80. En fait, encore une fois, les frères musulmans qui ont mené aussi une guerre terroriste en Syrie, qui ont commis de grands massacres de la population et puis surtout des cadres de l'armée, des cadres de l'école militaire. Et puis,
Donc, ils ont été traités effectivement avec sévèrement, je peux dire, par le pouvoir. pouvoir cette période-là, donc Mhm. par Hafez al-Assad. Et bon, bah, à nouveau, donc, mais après, au contraire, il y a eu une sorte de ouverture vis-à-vis des frères musulmans en disant, bon, de toute façon, on va essayer de faire preuve de bonne foi, on va travailler ensemble, etc. Ce qui a fait qu'ils ont à nouveau pris du poil de la bête et donc les attaques 2011, à nouveau, la Syrie vit depuis 2011 jusqu'à présent au rythme du terrorisme et des attaques terroristes et des massacres terroristes, soutenus par l'Arabie saoudite, par les pays du Golfe, les différents pays du Golfe. Donc, et derrière le paravent, enfin derrière les coulisses, derrière ces gens-là, il y a bien les États-Unis et l'OTAN. Mhm. Donc, Et Israël. Israël Puisque, qui est toujours présent parce que je dans tout ce rappellerai qui se que passe en Syrie, une absolument. fois que Bachar al-Assad et l'armée syrienne auront reconquéri l'entièreté du territoire, compris les terroristes soutenus par l'étranger, Mm, quelque part il restera encore un territoire à recouvrer, c'est mm. le Golan. Absolument. Alors, une partie du territoire a été reprise là, au cours de en 73. Donc là, en fait, c'est intéressant à voir parce que tout ce récit, vous le trouverez aussi dans le livre de Madame Perrol Mhm. qui s'appelle Une femme syrienne. Et donc, à travers un peu ma modeste vie, je peux dire, il y a un petit peu le filigrane de l'histoire de la Syrie, donc depuis l'indépendance jusqu'à présent, et surtout toute cette guerre qui est menée contre la Syrie depuis 2011, qui est et qui continue d'ailleurs par les attaques de tous les pays de l'OTAN auxquels s'ajoutent des pays de la région tels que l'Arabie saoudite et qui sont des alliés de l'OTAN, les instruments de l'OTAN dans la région, les pays du Golfe, Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats. Mhm. D'ailleurs, je voudrais quand même dire un mot. Il y a eu un livre qui est très complet aussi, très intéressant, sur les guerres de Syrie, qui est fait par l'ambassadeur retraité, ex-ambassadeur de France, son Excellence Michel Rimbaud, qui a fait déjà un livre donc sur la tempête sur le Grand Moyen-Orient, mais après il a fait un livre sur les guerres de Syrie Chez Glyph. qui a été édité en fait l'été dernier, donc en 2019, hein, Mhm. chez Glyph. Et puis donc ce livre qui s'appelle Ces années syriennes où se dessine un nouvel ordre mondial, Mhm. qui est un ensemble de recueils de ces conférences et puis de ces articles. Je dirais, Monsieur Rimbaud est un ambassadeur qui a vécu donc aussi bien au Soudan qu'en Syrie, qu'en Arabie Saoudite, etc. Donc qui connaît parfaitement le Moyen-Orient, qui connaît parfaitement la Syrie et qui connaît parfaitement, bien entendu, la politique française et la politique occidentale au Moyen-Orient. Donc, ce sont des livres très précieux et très importants. Nous les remercions aussi de cet apport Inestimable. véridique et historique. C'est inestimable d'avoir Ce sont des points qui sont importants pour l'histoire, que nous effectivement. puissions disposer comme ça de témoignages de gens qui ont été dans l'intérieur des arcanes du pouvoir. Mhm. C'est inestimable pour nous, simples citoyens, parce que ce sont des témoignages de gens qui sont enfin affranchis, parce qu'il a surtout pu parler une fois qu'il était à la retraite, Monsieur Rimbaud, mais pour un ambassadeur qui parle, combien même à la retraite se taisent.
Donc c'est quelqu'un de courageux. Et ce sont des témoignages qui sont vraiment en or. Moi j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup, à nouveau par les conférences, différentes conférences où effectivement c'est quelqu'un qui a de l'humour, mais qui a un certain langage diplomatique, mais qui n'a plus sa langue dans sa poche, qu'il aurait pu avoir dans le cadre de ses fonctions, je veux dire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très 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 sympathique. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Donc je rappelle le titre de ses ouvrages, hein, Les guerres de Syrie, sorti chez Glyph, et Ces années syriennes où se dessine un nouvel ordre mondial. Et puis le gros ouvrage de référence qui fait plus de 800 pages, Tempête sur le Grand Moyen-Orient. Voilà. Donc on va parler maintenant du coronavirus en Syrie. Alors le coronavirus en Syrie, on va parler d'abord de la situation, elle est vraiment pas catastrophique. Il y a 29 cas, 5 ont été guéris et 2 sont décédés. La plupart des cas, bon, c'était des gens qui viennent de l'extérieur. Alors, je voudrais dire quand même, la Syrie a mis de manière très sérieuse en application toutes les mesures anti-corona, c'est-à-dire des mesures de prévention. Le confinement a été décidé et mis en place alors qu'il n'y avait très peu ou pas, en fait il y avait que 4 ou 5 cas. Donc aujourd'hui on va jusqu'à même un couvre-feu les week-ends de 6 heures du soir et de 6 heures du soir à 6 heures du matin, un couvre-feu total, et le week-end ça commence à midi jusqu'à 6 heures le lendemain matin. En fait, ceci pour éviter que les gens n'aient envie de sortir et se grouper, etc. Donc ça, c'est la période des pique-niques, etc. Donc pour éviter ça, et il y a eu un couvre-feu. Je voudrais dire, mais parallèlement, en fait, la Syrie tranche justement par le sérieux de ses préparatifs. Les masques ont été distribués à toute la population, ainsi que les produits désinfectants qui sont distribués à l'ensemble de la population. Des mesures très draconiennes de désinfection des rues, des marchés, des voitures de transport collectif, des voitures de transport individuel, et puis une campagne très très importante à la télévision qui explique aux gens ce qu'est le corona, c'est comment on peut se prémunir justement contre la contagion, comment il faut se nettoyer et quels sont les produits qui désinfectent et quels sont les produits qui ne désinfectent pas. C'est-à-dire les gens ont tendance peut-être à utiliser l'eau salée ou le vinaigre, etc. Et là, ils expliquent très bien que de toute façon, les seuls produits qui désinfectent sont le chlore, l'alcool à 90 degrés, et il faut le faire régulièrement, il faut faire nettoyer l'ensemble des surfaces, etc. Donc ça, c'est un point très très important. En plus, avec le confinement, une organisation nouvelle de la société a été faite, c'est-à-dire on ne va plus faire la queue au niveau des boulangeries, parce que c'est les grandes boulangeries, en fait, là c'est plutôt le pain est distribué aux gens. Il y a des personnes, donc au niveau de l'ensemble des conseils régionaux et locaux et des mairies, etc., la distribution du pain et des denrées alimentaires est menée par les organisations locales, et elles sont amenées donc aux différentes personnes qui sont confinées chez elles pour éviter qu'elles ne sortent pour ça. Est-ce qu'on sait jusqu'à quand ces mesures vont durer? Jusqu'à quand? Alors là, récemment, elles ont été prolongées jusqu'au 2 mai. D'accord. Effectivement. C'était jusqu'à maintenant, jusqu'à en avril, et là, ils ont été jusqu'au 2 mai. Par contre, il y a quand même des exceptions au confinement.
Les secteurs de production sont exemptés de confinement, donc ils circulent aussi avec des autorisations. Et on pense que dès maintenant, cette semaine, il y aura un déconfinement de certaines professions, de certains artisans, qui sont certaines professions qui sont absolument nécessaires pour les industries de production, en fait, qui sont le pilier de l'économie. Les paysans continuent à travailler leurs champs. Il y a aussi le transport des denrées alimentaires qui est bien sûr autorisé, Oui, etc. Donc, après plus de 9 ans de guerre et puis surtout les sanctions économiques qui sont rien d'autre que un embargo finalement décrété de manière unilatérale par les États-Unis, c'est vraiment il y a beaucoup la santé d'économie de beaucoup d'entreprises syriennes n'est pas forcément au top. Donc c'est vrai que le coronavirus, c'est pas tant le coronavirus qu'en fait que l'embargo mené par les États-Unis et respecté par un certain nombre de pays affidés aux États-Unis. Est-ce qu'on peut parler de ça et notamment de l'appel oui. à la levée de ces sanctions? Tout à fait, vous faites bien d'en parler parce que effectivement, la Syrie s'en sort par une super organisation, mais il est vrai que comment dire, cette lutte, cette lutte contre le coronavirus est entravée complètement par ce qu'on appelle les sanctions, mais qui ne sont qu'un embargo, comme vous dites. C'est un réel, ce sont réellement des mesures unilatérales imposées à la Syrie, imposées par les États-Unis d'ailleurs, et c'est depuis le début de la guerre contre la Syrie, donc depuis 2012, où on a fait un blocus général sur la Syrie, c'est-à-dire que c'est les Américains qui l'ont décrété et l'ensemble des compagnies sont obligés de le suivre, ou l'ensemble des pays sont obligés de le suivre. Comme vous le savez, les Américains, quand ils décrètent quelque chose, d'abord, il est appliqué à leur compagnie et appliqué à toute compagnie ou pays qui traite avec les États-Unis, mais aussi sous le fait de l'extraterritorialité. Toute société et toute compagnie qui traite avec les États-Unis ou qui a un minimum de participation dans le capital avec les États-Unis, etc., elle est sous sanction si elle n'applique pas les mesures imposées par les Américains. Oui, c'est quelque chose de, quand on s'intéresse à ce sujet, l'extraterritorialité du droit américain, c'est vraiment à se taper la tête par terre, quoi. C'est en fait le fascisme imposé, quoi. Oui, c'est l'impérialisme le plus sournois. Même aux individus, en fait. C'est l'impérialisme le plus sournois, c'est un impérialisme économique qui se fait sous des formes juridiques, sous des habits, des apparats juridiques, mais qui repose que sur une domination, je dirais même pas économique, une domination militaire. Et avec un privilège exorbitant qui est celui d'imprimer la monnaie qui sert de référence pour les échanges mondiaux, qui est le dollar. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, ils ont un monopole sur le système interbancaire, ils ont un monopole sur énormément de choses. Et on le voit sur des questions géopolitiques comme les sanctions sur les entreprises françaises notamment, qui voudraient commercer avec l'Iran ou qui voudraient commercer avec la Syrie. Avec la Syrie, c'est quelque chose d'innommable. Tout à fait. Et ce qui est pire maintenant, c'est que ça dépasse le cadre des sociétés, ça va même jusqu'aux personnes. Les personnes qui voudraient participer, par exemple des Syriens, qui voudraient participer à la reconstruction de leur pays, etc., ils sont aussi assujettis à des sanctions bancaires, etc., etc. Ce qui veut dire, en fait, c'est qu'ils s'arrogent le droit de détruire complètement tous ceux qui lèvent la tête devant eux et ceux qui refusent leur diktat et ceux qui refusent de se soumettre à leur diktat et à
qui ne veulent pas devenir des esclaves, en fait, hein, des Américains. Donc, ça, c'est effectivement. Donc, là-dessus, il y a eu il y a quand même beaucoup de mouvements, en fait. Moi, je voudrais dire, Michel Colomb fait régulièrement aussi état de cette demande, cette exigence de lever des sanctions. Moi, je voudrais rappeler quand même que Cuba, c'est depuis les années 60 jusqu'à maintenant, ils sont sous embargo américain. Que l'Iran, depuis 78, depuis qu'il y a eu la révolution islamique, ils sont aussi sous embargo américain. La Syrie, depuis 2012, et même avant, en fait, sous embargo américain, etc. Mais enfin, bon, c'est vraiment le diktat, je dirais la dictature au niveau mondial, en fait, parce que les Américains veulent effectivement appliquer leur dictature à l'échelle du monde. Donc, il y a eu ça, il y a eu un mouvement de la population syrienne, de l'ensemble des associations, de l'ensemble de la société civile et des organisations qui exigent, donc ajouter aux efforts qui sans arrêt ont lieu à l'échelle des Nations Unies par les représentants de la Syrie et de tous les pays touchés par l'embargo, par toutes ces mesures de l'embargo et qui est coercitif et injuste, hein, et illégitime, parce que jamais il n'a été voté par une institution de l'ONU, hein. Jamais. C'est en fait unilatéral complètement et illégal complètement. Comme la plupart des actes américains de guerre et de coercition, voilà. la très grande majorité sont faits en dehors du cadre légal ni de l'ONU ni du droit international. Absolument. Alors on va enchaîner un petit peu. Donc voilà, il y a eu, oui, je voudrais quand même dire qu'il y a eu des appels et il y a une page Facebook, nous vous demandons de la soutenir aussi, de l'ensemble des associations syriennes, hein, non gouvernementales, de la société civile, donc qui agissent en Syrie et qui sont actives pour la population, qui exigent justement la levée de ces mesures coercitives contre la Syrie. Il y a il y a aussi des pétitions qui circulent de l'ensemble des peuples et des pays qui sont touchés aussi. En fait, il y a même une association humanitaire italienne qui fait circuler cette pétition. Donc là aussi, je pense qu'il est important qu'on unisse nos efforts pour exiger quand même la levée de l'embargo contre la Syrie, contre l'Iran, contre le Yémen, contre Gaza, contre le Venezuela et tous les pays latino-américains, contre Cuba, etc., tous les pays latino-américains. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a des mesures coercitives comme ça contre la Russie et contre la Chine. Donc, c'est vraiment beaucoup de pays qui sont concernés et il est temps que cette dictature mondiale finisse avec les États-Unis, en fait, qu'on en finisse avec ça. Donc, voilà. Très bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Maintenant, on va parler très brièvement du tremblement de terre au Liban et en Syrie, qui a lieu... qui a eu un tremblement de terre de 4,7 sur l'échelle du Richter, tu me disais tout à l'heure. Oui, il y a eu donc plusieurs vagues de tremblements de terre ce matin, donc sur la partie est et nord de la Syrie, donc est de la Méditerranée, ouest de la Syrie et est de la Méditerranée, donc c'est sur le littoral syrien qui a dû se faire ressentir aussi à Chypre. C'est un tremblement de terre il n'a pas fait de dégâts, par contre beaucoup de panique, hein, et qui risque de recommencer. Je voudrais aussi revenir un petit peu sur la situation à Idlib, effectivement, à Idlib, Alep,
Et les positions, en fait, bon, là, pour l'instant, il est clair que là aussi, à l'ombre du Corona, les Turcs attaquent, hein, et en profitent pour réarmer les terroristes donc à l'ouest d'Alep, réarmer les terroristes à Idlib. Donc l'accord Sochi, en fait le dernier accord du 5 mars de Moscou, il n'a pas été appliqué, c'est-à-dire le dégagement de la M4, hein, de l'autoroute M4 qui relie Alep à Latakia, elle n'a pas été dégagée. Les patrouilles communes turques et russes n'ont pas pu circuler parce que les Turcs ont poussé les terroristes aussi à couper la route, à utiliser des civils comme otages, à détruire des ponts. On en avait parlé la dernière fois, un pont à Mhanbali qui a été détruit pour éviter que l'autoroute ne reprenne. Donc cette autoroute n'a toujours pas été dégagée. Et la Turquie a repris le réarmement et puis le renforcement des forces terroristes qui sévissent dans la région. La Turquie aussi a attaqué le nord-est de la Syrie, donc continue à attaquer les villes de Ain Tamr, Ras Tamr, et puis donc rend la vie des habitants impossible. Ils ont coupé l'eau alors que le corona nécessite effectivement qu'on se lave régulièrement, nécessite beaucoup de propreté, etc. Donc en fait c'est une complicité pour tuer et de génocide imminent, je dirais. Par utilisation du corona et toutes ces implications de prévention contre la population. Ils détruisent l'eau, ils détruisent les centrales électriques. Ils ont détruit pas mal de maisons aussi et poussé des habitants, presque 4000 habitants, à quitter leur ville et ils amènent les terroristes appelés l'armée syrienne libre, les terroristes de Nosra qui viennent donc s'installer à l'est de la Syrie. Donc là aussi, on a vu qu'il y avait les Américains en même temps aussi envoient des renforts à leurs forces qui stationnent à leur base, qui est à côté des puits de pétrole et de gaz syriens, donc de Rmelan, etc., mais qui ont été aussi repoussés par la population. En fait, bon, c'est un début de résistance de la population syrienne, mais qui n'est pas arrivé au point, en fait, à un point dissuasif, je dirais, pour les forces américaines pour ça. Donc ils viennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, etc. Et puis les Américains donc renforcent leur présence et ils renforcent aussi leur présence à Al-Tanf, en fait, au niveau de la base Al-Tanf qui est sur le triangle sud de la Syrie, un triangle entre la Syrie, l'Irak, la Jordanie. Donc là aussi, renforcement de la présence américaine qui a aussi à son côté le camp de réfugiés de Al-Anba, comment il s'appelle ce camp, Rukban, qui devient aussi une base d'entraînement et une base de recrutement pour les terroristes dirigés par les Américains et les terroristes qui sévissent dans ce camp, Rukban, empêchent bien sûr les sorties, mais empêchent aussi la distribution des matériaux ou des matières qui permettent de prévenir le corona, c'est-à-dire pas de masques, les produits de nettoyage, des produits de désinfection, etc.
tout ça fait défaut. Donc, on peut dire, effectivement, on peut déjà, d'ores et déjà, accuser les États-Unis et la Turquie de vouloir, à travers la propagation du corona, provoquer un génocide dans ces secteurs en Syrie. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces points que tu as soulevés, que tu as analysés, que tu as relayés. Je rappelle encore le titre de l'ouvrage qui parle de toi. C'est Une femme syrienne, sorti chez l'Harmattan, un livre de Huguette Perrol. Voilà. Merci Raphaël. Oui, merci Raphaël. Je voudrais vous appeler tous à soutenir cette lutte contre l'embargo et la lutte du peuple syrien et de tous les peuples concernés par l'embargo américain, et vous opposer à toutes ces pratiques illégales des États-Unis. Mais donc il faut faire pression aussi sur vos gouvernements. Tous les gouvernements de l'OTAN soutiennent cette politique des États-Unis, en sont complices, même s'ils le disent, ils disent l'inverse sur le plan oral, et dans la réalité, ils appliquent et ils sont complices de cette pratique d'embargo contre la Syrie et contre tous les pays qui sont concernés, qui lèvent la tête devant le diktat américain. Il y aura les liens pour aller signer toutes les pétitions en dessous de cette vidéo, en description. Et quand on dit les États-Unis, donc ça concerne bien sûr la Syrie, l'Iran, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, mais aussi Cuba, le Venezuela. Et puis un pays aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est Israël par rapport à la Palestine, qui lui maintient un embargo depuis tant d'années aussi. Absolument. Ok. Absolument. Ok, et ben merci beaucoup Aïssar Milani, et je te dis à dans 15 jours. Merci beaucoup à vous et à vous tous, à tous nos auditeurs.